Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et midi 45 sur Sud Radio, nous recevons désormais Xavier Denamur. Il est restaurateur à Paris, dans le sud-ouest. Il est souvent sur Sud Radio, vous le connaissez peut-être. Et il est auteur de ce livre « Et si on se mettait enfin à table ?» C'est aux éditions Calma Lévy, Arthur. Bonjour Xavier Denamur, et merci d'être avec nous. On parlera évidemment de votre menu de Noël tout à l'heure. Mais d'abord, comment va votre activité en cette période, on le sait, cruciale des fêtes? Est-ce que vous êtes inquiet comme de nombreux professionnels de votre secteur? Est-ce que vous faites face, par exemple, à une avalanche d'annulations pour ce soir? Là, effectivement, on est un peu tous, moi comme les autres, dans le brouillard total. Donc, on voit bien qu'il y a une baisse assez fulgurante d'ailleurs depuis. On voit il y a la montée des cas et en même temps, on a la baisse de l'activité qui est proportionnelle. Donc, effectivement, ça va être très compliqué. Depuis d'ailleurs hier, avant-hier, il y a quasiment personne qui sort dans les restaurants, alors qu'en réalité, il y a moins de risques. En fait, finalement, au restaurant, on arrive, on est masqué, tous nos personnels sont masqués, etc. Donc, moi, je dis aux gens, oui, il faut sortir quand même, faut aller quand même, faut pas se laisser embarquer dans un climat d'anxiogénité totale et où on va plus aller voir les autres, plus sortir parce qu'on a peur tout d'un coup, alors que le variant, il était là il y a encore une semaine, il y a 15 jours. Voilà, donc à un moment... je pense que c'est dur pour tous mes collègues, surtout même en province. En province, il y a pas mal de collègues déjà il y a 15 jours, 3 semaines, à Agen, à Clermont, etc., disaient que c'était très très difficile, c'est-à-dire qu'il manquait vraiment de clientèle, les gens ne sortaient plus. Et je pense que on nous dit depuis le début qu'il faudra vivre avec le Covid, d'accord? Donc là, on a la vaccination, on a des gestes barrières, etc. On va pas arrêter toute l'économie et tout parce que effectivement, il y a des gens malheureusement qui en meurent, il y a des gens qui sont pas vaccinés, mais il faut qu'on continue, il faut que ça continue, quoi. Vous avez donc de nombreuses annulations. Qui sont les personnes qui annulent, ce sont plutôt des Français, des étrangers? Alors, les Français qui annulent, c'est ceux qui ont le Covid. Donc, on reçoit des trucs en disant, voilà, je suis positif, donc j'annule. Oui. Ou une partie de la table annule parce que, voilà, ils sont positifs. Et je trouve ça, c'est vraiment l'idée de la citoyenneté. Je trouve ça bien donc tout le monde joue le jeu là-dessus. Et après, bien sûr, on a eu énormément d'annulations d'Angleterre, du Royaume-Uni, puisque eux n'ont plus le droit de venir. Donc, du coup, c'était en cascade, les annulations. Moi, j'en ai reçu énormément. Et les gens sont toujours sympas parce qu'ils préviennent. Ils sont navrés, ils préviennent. Après, on a eu des annulations des États-Unis, du Danemark, beaucoup d'Israël aussi, parce qu'eux, ils sont carrément interdits de venir. La France est marquée en rouge, quoi, en rouge vif. Donc oui, c'est très compliqué à gérer. Donc aussi pour les commandes, c'est compliqué à gérer tout ça. De nouvelles difficultés. Donc après, on s'en doute, une année déjà très dure pour vous. Vous avez finalement pu ouvrir que quelques mois. Finalement, oui, on a rouvert en juin, comme tout le monde, un peu au début, je crois que c'était vers le 19 mai, que les terrasses, donc nous on était sous la flotte, quoi, c'est le cas de le dire, ça c'est pas génial passé. Et puis après, il y a eu des coins de France qui ont superformé par rapport à d'autres, c'est-à-dire tous les bords de mer, etc., tout ça. Les gens avaient besoin de sortir des villes, de s'oxygéner, donc tous les restaurateurs qui étaient dans les grandes villes, Lyon, Grenoble, Lille, etc., c'était plus compliqué pour eux parce que les gens, ils voulaient aller au bord de la mer, ils voulaient s'oxygéner, comme je viens de dire. Et donc, du coup, on a eu un mois de juillet, un mois d'août assez catastrophique. Et puis, ça remontait un peu à partir de septembre. Octobre, c'était plutôt pas mal. Novembre, ça allait encore. Et puis alors là, c'est reparti en sucette, quoi. Il y a en parallèle un vrai problème à recruter dans votre secteur. Est-ce que ça vous touche, ça, personnellement? Alors moi, personnellement, non, ça me touche pas, parce que j'ai beaucoup de salariés qui sont là depuis de très nombreuses années, donc je n'ai pas eu de recrutement du tout à faire. Mais par contre, j'ai mes collègues qui m'en parlent sans arrêt, qui me demandent comment recruter, comment trouver. Je vois des annonces partout. Et en fait, en plus, le problème, c'est que ça tourne beaucoup. C'est-à-dire que les gens restent pas en place, etc. Même des fois avec des salaires corrects. Mais les salariés ont, dans ce secteur, une partie, d'ailleurs, il y a une grande érosion du fait qu'on était fermé, donc ils sont partis dans d'autres secteurs, dans l'immobilier, dans la tech, etc. Et parce qu'ils voulaient leur week-end, ils ont appris à avoir leur week-end, ils ont vu qu'on pouvait avoir des vacances à Noël. Moi, les miens, ceux qui sont là, ils vont bosser à Noël, je les remercie, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, nous, on a un métier de service, on a un métier où on travaille quand les gens font la fête, qu'on travaille quand les gens sortent. Donc, c'est comme ça. Sinon, c'est une vocation, je dirais. Mais le fait est que il y a un problème structurel dans la restauration, mais j'en parle, ça date pas d'hier, déjà il y a plus de 15 ans, j'en parlais déjà, il y a un problème structurel parce que on ne met pas en place des conditions de travail suffisamment bonnes et des salaires en conséquence pour
faire en sorte que les gens soient investis, ont l'esprit, il faut avoir l'esprit de Noël, mais avoir l'esprit d'entreprise aujourd'hui. Et ça, c'est très compliqué. Et ça, il faut que les employeurs comprennent que il va falloir adapter peut-être en faisant moins de coupures, ou en tout cas la coupure, elle soit vraiment compensée. Mais les gens, ils en veulent plus trop, donc il faut réorganiser. Je dirais l'entreprise, moi je me suis réorganisé pour éviter la coupure. Il faut se réorganiser pour que les gens fassent effectivement des continus et puis que les gens ils aient quand même, quand c'est possible. Moi, j'ai des salariés qui m'ont demandé en disant, moi, je vais passer. Il y en a un qui est super sympa, ça va, il s'appelle Khaled. Et il m'a dit, moi, j'ai besoin de ma vie de famille, j'ai besoin de mon samedi dimanche, mais je veux bien faire moins d'heures et tout ça. Donc, on lui a fait un contrat à 33 heures. Donc, ils viennent, on discute quand on peut, on échange, et c'est comme ça qu'on construit un autre climat social aussi dans l'entreprise. Alors, vous contrôlez, on le sait déjà, les passes sanitaires. Et il y a cette idée aussi soutenue par le ministre de la Santé, Olivier Véran, de vous faire contrôler désormais aussi l'identité de vos clients. Qu'est-ce que vous en pensez ? Monsieur Véran est ministre de quoi déjà ? Ministre de la Santé. Alors, quand il sera à l'intérieur, peut-être qu'il pourra voir. D'abord, ils peuvent toujours le mettre dans un projet de loi. On verra bien, enfin, je ne sais plus si on dit projet ou proposition de loi. Projet pour eux, c'est le gouvernement. Mais je suis pas sûr que pour contrôler, quelque part, c'est pour contrôler les 180 000 faux passes, où en fait, il y aurait peut-être dans les restaurants, peut-être même de sur cela, peut-être il y en aurait 20 ou 30 000 qui pourraient aller au restaurant avec des faux passes. Donc, on va faire une loi qui va toucher des millions et des millions de personnes. Nous, on sert, je sais pas combien de dizaines de millions de personnes dans l'année. Donc, on va habiliter les restaurateurs à contrôler l'identité sur le territoire français des gens, alors que normalement, c'est un pouvoir de police. Oui. Donc, j'ai quelques doutes quand même sur cette chose. On peut toujours lancer des trucs et puis après ça tombe à l'eau, on n'en parlera plus. Si c'est la loi, moi je suis légaliste, on appliquera comme on a appliqué le pass sanitaire, qui marche très bien. Le pass sanitaire, tout le monde joue le jeu, ça passe, c'est le cas de le dire, et ça passe très bien auprès des clients. Et ce qui est plus important, je pense, et je l'ai vu pendant septembre, juillet, août d'ailleurs, mais puis septembre, octobre, c'est que beaucoup de mes collègues de restaurateurs, etc., ou dans d'autres secteurs, avaient abandonné l'idée du masque, avaient redescendu les masques, dans les cuisines, ils n'avaient pas les masques. Et c'est tout ça qu'on a retrouvé en octobre-novembre, et qui fait que, on a de plus en plus de cas. Je pense que, moi, vous avez gardé le masque? Moi, mes salariés m'ont reproché, on était les seuls à avoir les masques, à garder les masques en cuisine, il fait chaud, à garder les masques en salle, et j'aurais dit, oui, mais on n'a pas de cas. En interne. On a eu, effectivement, j'ai eu un étudiant d'ailleurs qui vient de m'envoyer un test positif, mais il n'était pas là depuis 4-5 jours dans mon entreprise. Donc souvent, où ils ont eu le Covid pendant les fermetures. C'est important pour moi parce que dans une entreprise, quand vous aviez déjà l'été dernier, j'ai eu un salarié de cuisine qui avait le Covid, qu'il a importé. Et donc, du coup, on avait dû sortir à l'époque 6 personnes de la cuisine ou 7. Dans l'heure, on pouvait plus bosser. Alors, aujourd'hui, on teste s'il y a un cas dans la maison. On teste ceux qui ont été en contact. S'ils sont négatifs, ils continuent on refait un test quelques jours après. Moi, j'ai fait peut-être une dizaine de tests depuis que je travaille depuis qu'il y a le Covid, puisque moi, je suis en contact, je croise tous les jours. Nous, on sert à peu près entre les 4 affaires, entre 1000 et 1200 personnes. Moi, je croise tous les jours 3, 4, 500 personnes avec qui je discute et tout. Donc, si j'avais pas le masque, j'aurais chopé. J'ai jamais chopé le Covid pour l'instant. Alors, on évoquait l'idée d'éventuellement vous faire contrôler l'identité de vos clients. Le Premier ministre Jean Castex, lui, a d'ores et déjà appelé les préfets à renforcer en tout cas les contrôles de police dans les restaurants pour faire appliquer ce pass sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de laxisme dans les restaurants sur le sujet? C'est possible qu'il y a eu un peu. C'est possible qu'il y a eu un peu, qu'il faut reprendre un peu les choses en main. Moi, le contrôle, que ce soit le contrôle par l'administration de la police ou de l'administration du social, du travail ou de l'hygiène, ne me dérange pas. Si l'entreprise doit être en norme, en conformité avec la loi. Donc moi, je me suis toujours, comme j'ai dit, je suis très légaliste. Je peux discuter des propositions, des lois, etc. Mais j'applique strictement ce qu'on me dit d'appliquer. Je peux pas mettre en danger mes salariés. Je peux pas mettre en danger mes clients. Et je dois aussi rassurer mes clients. Je pense que c'était important. Une chose importante de l'avoir fait, parce que ça a permis, par exemple, à nos entreprises de continuer de fonctionner et d'avoir des clients qui reviennent régulièrement, des habitués. C'est important parce que le touriste, ils sont pas là en ce moment. Oui, c'est ça. On a un peu de recul maintenant. Ça a vraiment fait revenir des clients dans les restaurants, ce pass sanitaire. Ça a été un soulagement pour vous? Ah bah oui, je pense que tous mes collègues sont d'accord. Le pass sanitaire, c'est ce qui nous a permis de redémarrer et d'avoir des clients qui reviennent et qui sont là, qui étaient là massivement. Même les touristes. On a eu un moment là en octobre et novembre, il y avait un grand retour des touristes. Il y avait énormément, moi j'ai vu énormément d'Européens, mais d'Israéliens, d'Américains, etc. C'était, ouais, et puis ils étaient vraiment
on voyait bien qu'ils étaient super heureux d'être de retour tous ensemble. Alors Xavier de Namur, vous restez avec nous. On va vous retrouver dans un instant pour parler de choses peut-être plus réjouissantes. Votre menu du réveillon notamment. Et on va parler aussi de ce qu'on va manger ce soir. Oui, ça fait saliver parce que n'oublions pas que quand même ce soir c'est Noël, demain la famille, etc. Et vous avez préparé évidemment de bons plats pour ce soir puisque vous êtes ouvert, je le rappelle. Et vous êtes aussi auteur de ce livre. Et si on se mettait enfin à table, c'est aux éditions Calmant les vies. On se retrouve tout de suite. Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Sud Radio. Dans un instant, on va se demander si la fête est en voie de disparition en France avec Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, qui publie un essai sur le sujet. La fête est finie, point d'interrogation. C'est aux éditions de l'Observatoire. Mais pour le moment, le restaurateur Xavier de Namur est toujours avec nous et on va tout de même parler de ce qu'on va manger pour le réveillon. On en salive déjà. Il y a quoi au menu ce soir dans vos restaurants? Alors, avant de dire ce qu'il y a dans mon menu, on disait, est-ce que c'est toujours la fête? La fête est finie. Moi, en tout cas, moi, ce que je veux faire, c'est que quand c'est la fête, on fait pas la fête au porte-monnaie de nos clients. Ça, c'est la base. Donc, moi, depuis une bonne chose. 32 ans, je continue de pratiquer les mêmes prix que le reste de l'année, que ce soit le 24 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier. Il n'y a pas de raison de les faire trinquer. C'est vrai qu'on constate souvent des ardoises qui gonflent pour les fêtes. Qui gonflent grave. Et je pense que si on veut avoir aussi, pour attirer des clients dans le métier, j'allais dire, excusez-moi, des clients dans nos affaires, des nouveaux clients, etc., il faut que dans les jours de fête comme ça, on leur fasse un cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau de Noël, c'est à ce moment-là. C'est pas genre on te fait des menus à 150 ou 200 euros, alors que normalement tes menus sont à 30 balles. Voilà, pour moi, voilà un peu l'esprit en tout cas, c'est moi ce que j'ai fait. Donc ça coûte combien un menu chez vous ce soir? Alors ce soir, ça sera le menu, la suggestion du jour à 28, ou sinon il y a la carte classique à 35, ou la carte à la carte, les menus. Et pour 28 euros, j'ai fait venir ce matin qui est arrivé. Alors ils sont arrivés. Alors il y a un vrai bordel à Rungis parce qu'au dernier moment, comme tout le monde est un peu, comme je disais tout à l'heure, dans le brouillard, tout le monde commande, etc. Donc au lieu d'être livré à 7h du matin comme d'habitude, on a reçu par exemple nos Saint-Jacques, les turbos et tout sont arrivés. Il était 10h30. Donc, mais vous les avez, c'est sûr. C'est bon. Et donc du coup, juste avant encore j'étais en train de décoquiller les Saint-Jacques et donc le cri de la Saint-Jacques, ça fait pas trop de bruit dans la salle. Donc il y avait un carpaccio de Saint-Jacques de Normandie on a fait avec un peu des radis, des gros radis comme ça roses qui viennent d'un paysan avec qui je travaille qui s'appelle Damien Passello à Nérac. Et puis on a mis quelques grains de caviar pour faire. Oui, il faut faire un peu la fête. Caviar. Et puis sinon, ceux qui veulent pas manger ça peuvent manger Saint-Jacques et caviar pour 28 euros. Ouais, dans l'entrée, ça c'est l'entrée. Ça c'est juste l'entrée. Ça c'est l'entrée. Et après, ou sinon pour ceux qui préfèrent des huîtres, on a mis toujours des huîtres de l'île d'Oléron. Je trouve que cette île superbe. Et puis en plat du jour, encore une fois du Sud-Ouest, parce que moi j'habite la moitié dans le Lot-et-Garonne. On a pris de la pintade de chez une ferme qui s'appelle la ferme de Cabier à La Plume. Ça porte bien son nom. Donc c'est un éleveur qui, je dirais, qui élève bien les animaux, même les canards et tout. Donc on s'affole pas si on peut manger du foie gras chez moi, qui vient même d'une ferme dans le Gers, le foie frais. Donc les canards, vaut mieux être bien élevés pendant 6-8 mois dehors que de vivre 35 jours et que personne derrière sur le poulet industriel. Ah, c'est certain. Voilà, et donc ça c'est servi avec des petits légumes de saison et tout. Et puis on n'oublie pas, c'est Noël, mais les végétariens ils ont le droit aussi. Donc il y aura une soupe de butternut, etc. Et puis les végétariens, on leur fait toujours des plats pour eux. Donc chez moi, il y a toujours une complète végétarienne. Là, il y aura un risotto d'épinards avec du riz bio, etc. Avec des pieds de mouton, des chanterelles jaunissantes et des shiitake. Produits en France, bien sûr. Pieds de mouton, les champignons. Oui, pour les végétariens, les pieds de mouton, je répète, le pied de mouton n'est pas un animal, c'est un champignon. Et puis, en dessert, une marquise de chocolat, pas la bûche. J'aime bien la marquise. Alors, c'est vrai que c'est un peu en forme comme ça. Au début, nous, on la coupe en tranches. Et une marquise, c'est un dessert un peu riche. Parce qu'il n'y a pas que les riches qui peuvent en manger. Donc, parce qu'il est un peu riche, parce qu'il y a beaucoup de beurre et tout de chocolat. Et puis avec une crème anglaise. Et la crème anglaise, c'est important, je dis à tous les restaurateurs, c'est pas très compliqué à faire. Et il faut arrêter d'acheter des briques de crème anglaise. Et je pense que faire une crème anglaise, moi je la fais avec du lait cru bio, des chapollards, de la vanille bio, des œufs bio, de Damien Lalardy, tout ça des paysans, donc on te connaît, non. Donc on peut même dire, en mangeant à table pour ce tarif-là, d'où viennent tous nos produits. Et je crois que les gens, quand ils n'ont pas trop de moyens, tout le monde n'a pas les moyens de manger du foie gras, tout le monde n'a pas les moyens de manger du chapon, etc. Je crois qu'on peut manger simple et bon, et c'est important de faire sa cuisine, d'acheter des produits. Moi je dis, si t'as pas les moyens de te faire un dessert au chocolat, alors que une tablette de chocolat c'est quand même, ça vaut quoi, 3-4 balles, de la farine, des œufs, tout ça. Enfin tu fais toi-même et tu te fais plaisir, et tu auras beaucoup plus de plaisir que d'acheter une bûche industrielle.
que tu vas acheter au supermarché parce qu'elle ressemble à une bûche. Alors, vous avez peut-être quelques idées pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au restaurant ce soir ou qui préfèrent tout simplement rester en famille pour des petites recettes qui coûtent pas cher. Qui coûte pas cher quand tu payes. Toi, moi je dis exceptionnellement, mange un vrai poulet. C'est-à-dire que au lieu de prendre un chapon, peut-être ou une dinde industrielle, parce que la dinde, ça casse pas des briques. C'est à moins que tu achètes de la dinde vraiment d'une ferme qui est bien élevée. Sinon, c'est un des animaux qui a je dirais qu'il a besoin le plus d'antibiotiques parce que il supporte pas toute cette vie en captivité comme ça. Donc vaut mieux éviter la dinde. Moi, je préfère manger un vrai poulet bien élevé, ce qu'on appelle un poulet. Alors, si on a un peu les moyens, un poulet de Bresse, un poulet un coucou de Rennes, etc. Donc et puis voilà, on peut le rôtir, on peut le faire avec des marrons, on peut le farcir, etc. Ça coûte moins cher que le chapon. C'est très très bon. Donc on peut, si on veut, moi je pense que c'est important, on n'est pas obligé de manger de la viande, on peut manger aussi du poisson. Oui. On peut manger des poissons si on n'a pas trop de moyens, on prend des poissons qui soient abordables. On peut manger du maquereau, pourquoi pas, on a le droit, si c'est un des poissons les moins chers. Mais sinon, si on veut se faire plaisir, du maigre, un turbo, mais sauvage, toujours sauvage. Vaut mieux manger du sauvage et du très frais que vouloir faire des choses extravagantes ou manger du caviar alors que ça coûte très très cher. Alors, autre question importante, c'est qu'est-ce qu'on boit aussi? Est-ce que, par exemple, le champagne est incontournable toujours pour les fêtes? Oui, le champagne peut être... Parce que les bulles, c'est bien, c'est festif, c'est super, mais encore une fois, donc faut apprendre, faut que les gens apprennent à savoir ce que c'est qu'un champagne. Un champagne, c'est du vin à la base. Donc il faut que le paysan qui qui cultive ses vignes, il les cultive d'une manière, je dirais, d'une manière... aimable, c'est-à-dire aimable avec la terre, aimable avec sa vigne, etc. Donc moi je préconise toujours, moi je travaille avec une petite maison qui s'appelle Fleury, qui est en biodynamie depuis 35 ans, donc ils montraient l'exemple, et c'est des champagnes très peu dosés, parce que dans le champagne, comme leur vin, ils cassent pas des briques, ils dosent beaucoup, donc ils mettent beaucoup de sucre, c'est le dosage, c'est la liqueur. Et là, on a un dosage qui est 10 fois moins important, et du coup, même des non dosés, et du coup, on a vraiment la fraîcheur et le goût, et on a besoin de quelque chose comme ça, quand on mange des trucs assez gras, si vous mangez du foie gras, etc. et tout, qu'il faut faire soi-même, bien sûr, et vous avez un petit pouvoir dégraissant, je dirais, de champagne, où il y a moins de sucre. Xavier de Namur, il y a Florian au 0826 300 300 qui veut vous poser une question. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Allez-y. Oui, écoutez, je suis heureux de vous entendre. Je me demande pourquoi il y a tant de battage autour, si vous voulez, du foie gras, etc. Est-ce que c'est vrai que j'ai remarqué que vous aviez dit que on pouvait manger des vrais poulets. Est-ce que vous pensez pas que les restaurateurs sont un peu gênés par toute cette propagande contre les traditions de Noël, les traditions du foie gras et autres? Alors Florian, la propagande, c'est une propagande minuscule. C'est-à-dire que, encore une fois, je crois que moi, quand je vois les volumes qu'on fait toujours en foie, moi j'achète que du foie frais chez un éleveur d'ailleurs à Ossa dans le Gers, donc la ferme de Phalange, où les canards, tout ça, sont très bien élevés à l'extérieur, etc. Donc cette polémique, moi je dirais, je pourrais répondre à... Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a certaines mairies, la mairie de Lyon notamment, qui a interdit le foie gras pour ses tables sur les fêtes. Déjà, qu'est-ce qu'il faisait comme foie gras? Il faisait même pas du foie gras mi-cuit. Il faisait sûrement du foie gras, ce qu'on appelle du bloc. Donc ça, franchement, du bloc, c'est beaucoup de sel. Quand on regarde le taux de sel qu'il y a là-dedans et le taux de foie, vaut mieux éviter d'en manger. Le bloc, c'est pas du foie gras. Le foie gras mi-cuit, c'est un produit qui se garde 8 jours. Moi, les canards sont éviscérés le lundi. Mon foie frais arrive le mercredi, on le prépare, il est prêt pour le jeudi, il se garde une semaine. Donc c'est ça le vrai foie gras. Et c'est pas compliqué, les gens, faut qu'ils apprennent à dénerver. Il y a des tutos sur internet et tout. C'est ça qu'il faut faire. On en mangera 10 fois moins, mais ça sera 10 fois meilleur. Donc les mairies, pour servir des trucs industriels qui soient de droite, de gauche ou écolo, moi j'ai vu avec des trucs, la plupart du temps c'est franchement dégueulasse, même si c'est du bio. Donc il faut qu'ils arrêtent, donc il faut qu'ils disent élevons bien, prenons des produits, des animaux bien élevés. Et là, on ira vers quelque chose de bien. Moi, je veux pas cette polémique sur... c'est comme ça vient des États-Unis, genre il faudrait... Alors qu'eux, ils bouffent du poulet de merde qui est élevé pendant 35 jours et qui est lavé à la javel. Donc ils arrêtent. Alors, Florian, j'espère que j'ai répondu. Vous voulez ajouter quelque chose, Florian?
Non, je suis bien content de cette réponse. C'est très positif et c'est très concret. Donc, si vous voulez, ça me donne des arguments aussi parce que j'aime bien manger, mais enfin, disons que je mets pas toute mon énergie le soir de Noël uniquement pour manger. C'est aussi une fête dans laquelle qu'on a oublié qui n'est pas que commerciale, voilà. Et Florian, moi ce que je dirais, c'est que moi à la table, que ce soit à la maison, que ce soit dans mes restaurants, tout le monde est le bienvenu. C'est-à-dire que je m'étais frité une fois un peu avec un mec qui s'appelle Aymeric Caron, qui disait oui, mais pourquoi c'est pas un restaurant végétarien? J'ai dit moi je suis pas un ayatollah. Ah ouais, ayatollah, il commence à crier. Je dis non, je voulais me dire voilà. Donc en disant que les végétariens, les végétaliens, ceux qui sont allergiques au gluten, au lactose, ceux qui mangent pas comme mon fils de bébés animaux, parce qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant ils veulent plus manger de bébés animaux parce qu'ils croient qu'on les bouffe eux, tu vois. Donc et effectivement, donc tout ça, si tu veux, et je crois qu'on doit tous être ensemble. L'idée pour moi, c'est de pas avoir du communautarisme à table, etc. Mais on peut discuter. Par contre, on peut discuter, effectivement, qu'est-ce que ça raconte en termes social, en termes environnemental, en termes économiques, de manger bien, de manger tel produit. Mais de dire, oui, j'interdis aux uns, aux autres de manger ci et ça, alors qu'on a mangé pendant des années. Non, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, l'élevage doit être bien fait. La production, c'est-à-dire que quand tu manges un poulet industriel élevé, je dirais, donc, je sais plus combien il y en a sur une feuille de A4, ils sont nourris avec du soja OGM. Le soja OGM, ça dérange pas toutes les mairies, etc., qui donnent ça aux enfants à manger dans les cantoches, alors qu'on détruit la forêt amazonienne pour planter du soja OGM qui est arrosé aux pesticides, entre autres le Roundup. Donc, il y a un moment, il y a une cohérence qu'il faut avoir. Moi, je trouve qu'il vaut mieux acheter local, autour de chez soi, trouver dans les fermes, faire les marchés, acheter des produits frais. Ça peut être aussi au supermarché. Il n'y a rien dans les supermarchés, il y a aussi des produits corrects, etc. Ou même les restaurateurs. Il y a plein de restaurateurs qui vont chez des grossistes où on peut acheter de la bouffe indus, mais on peut acheter des très très bons produits. Moi, il y a le groupe, il y a des groupes comme le groupe Métro. Bah, il y a de tout. Souvent, on les pointe du doigt, mais il y a de tout. Ils font des super produits. D'ailleurs, moi, j'ai acheté hier mon caviar chez Métro. J'achète la plupart du temps du vin, pas du vin, des alcools, etc. chez eux. Bah, on a pris quelques champignons parce que je les avais pas trouvés. J'ai voulu tester, faire la comparaison avec Rungis, parce que en ce moment, c'est vrai que dans l'incertitude, normalement, je fais monter des palettes entières du Lot-et-Garonne, on s'est un peu freiné. Oui, il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement constaté, en tout cas à Rungis ce matin, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Non, il y a eu des retards dans les livraisons parce qu'ils étaient blindés, ça veut dire que c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tout le monde a commandé parce que tout le monde était au dernier moment un peu dans l'incertitude, mais moi, par exemple, qui fait venir beaucoup de produits directement, je dirais, des fermes. Bon, on a par exemple, je travaille avec une plateforme qui s'appelle BioGaronne. Ben, j'ai pas passé de commande la semaine dernière, cette semaine, parce que c'est des palettes entières. Et donc, comme on sait pas trop où on va, on sait pas comment ça va bosser. Moi, je préfère me dépanner des fois sur Rungis, où on a des bons produits aussi. Alors, ça peut être plus cher, c'est pas la même qualité non plus, parce que quand on travaille en direct, ben, moi j'ai mon paysan qui me dit le dimanche, qui ramasse et qui m'expédie le lundi. Donc, on sait exactement. Et puis nous, on va travailler la carte en fonction. Et je crois que les gens doivent apprendre aussi à acheter vraiment en fonction vraiment de la saison et acheter des meilleurs produits et manger. Oui, on mange moins de viande. Oui, on mange du foie gras moins souvent, mais du vrai. Et c'est mieux si on n'a pas les moyens de l'acheter parce que très peu, vous ne trouverez même pas très peu de traiteurs qui font du mi-cuit. Encore une fois, le mi-cuit, c'est un produit fait maison qu'on peut faire qu'à la maison. Tous les autres foie gras, c'est ce qu'on appelle, ce qui peut être bien, mais moi j'aime pas, mais c'est de la conserve, de la semi-conserve. C'est pas du mi-cuit. Et là, en l'occurrence, on imagine que passer vos commandes, ça a dû être un casse-tête quand même. Vous attendez peut-être à avoir des pertes cette année ? Bah, si on n'a pas trop de couvre-feu ou qu'on nous ferme pas lundi, on va voir le Conseil des ministres. Qu'est-ce qui va sortir de là ? Ça va dépendre beaucoup du taux d'hospitalisation et non pas du taux d'infection qui peut gêner l'économie, mais qui peut continuer de fonctionner. Donc effectivement, on a toujours un risque. Hein. Le premier confinement, on a été fermé. Moi, ce que j'exhorte, c'est le gouvernement. Ils ont appris normalement de l'expérience, on apprend. C'est de pas faire comme le 15 mars, nous fermer le soir à minuit en disant à 8h, vous fermez, on se retrouve. Moi, je m'étais retrouvé avec 25 000 balles de stock que j'ai dû distribuer. Et le 30 octobre, c'est pareil. On apprend la veille qu'on sera fermé le soir. Donc, et puis après, c'est le bordel parce que tout le monde était sorti. Forcément, ce soir-là, c'était le dernier soir. Donc, je pense que fermer, si ça doit le faire ou organiser quelque chose, ça doit se faire en bon ordre. C'est-à-dire qu'on doit apprendre de l'expérience. Je pense que le gouvernement a fait des choses très bien. Je parlais tout à l'heure de M. Véran, ça casse pas des briques. Mais en tout cas, sur le pass sanitaire ou sur, par exemple, la vaccination, il faut dire quand même, c'est énorme cette organisation de vaccination. Moi, j'ai eu ma 3e dose, je suis allé, ça marche super bien. Donc on est un pays, et c'est gratos. Ce qu'il faut savoir, c'est gratuit. Il y a plein de pays qui nous envient. C'est gratuit. Donc ça marche bien. Donc là, ce qu'on voudrait, c'est que jusqu'au bout, là, en ce moment, ils s'organisent pour qu'on tout
les grossistes, les paysans et les restaurateurs, les hôteliers, enfin, on ne soit pas au dernier moment pris au dépourvu et qu'on se retrouve à jeter des stocks. Et puis une question d'organisation. Puis il faut savoir aussi c'est l'esprit de Noël, il faut, même si on pense à toutes ces victimes du Covid, il faut penser quand même que la dépression, le climat anxiogène, c'est pas bon pour les gens. C'est-à-dire qu'à la fin, il y aura des morts qu'on verra pas parce qu'il sera pas marqué Covid, mais voilà, c'est pas très très bon. Et si on veut faire un vrai cadeau de Noël, moi je dirais à tous ceux qui ne sont pas fait vacciner, mais je parle de ça à un vieil oncle à moi qui a 92 ans, qui reste à la maison et qui voulait pas se faire vacciner parce que du moins ils sortent jamais. Je dis, mais non, fais-toi vacciner parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu peux te retrouver à l'hôpital et du coup ça engorge et c'est pour ça qu'on fermerait l'économie, que les jeunes, qu'on va à 30 ans, qui veulent sortir, seraient coincés et ça c'est pas génial. Donc c'est un truc collectif, c'est ensemble qu'on peut le faire et qu'on peut s'en sortir. Donc à ce moment-là, un cadeau, les 5 millions qui ne sont pas vaccinés, le cadeau de Noël pour tous les 55 millions d'autres qui ont le vaccin, pour qu'on puisse tous refaire la teuf. En tout cas, le seul avantage des annulations dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est que du coup, il y a de la place dans de nombreux restaurants. Oui, ce soir, vous pouvez tous sortir. Si vous ne pouvez pas vous retrouver avec, comme Castex, avec Pépé et Mamé, bah vous venez, vous sortez dans les restos, on est là, on vous attend. Vous venez par 2, par 4, pas des grands groupes, et on vous attend avec plaisir. Je crois qu'il y a plein de restaurateurs qui vont faire, nous on est open bar, c'est-à-dire on fait ça à la bonne franquette, hein, on arrive et puis on se débrouillera bien pour retrouver une place, etc. Puis même s'il faut attendre une demi-heure, 1 heure, on est quand même content d'avoir de la lumière. Un peu, le bistrot c'est un phare dans la ville. On est un peu content ce soir de 24 que les gens, quand ils vont se retrouver dehors, que ce soit des touristes et tout, au lieu de se retrouver dans leur chambre d'hôtel à manger un truc délivré par des esclaves modernes, Deliveroo et Uber Eats et tout, et venant avec des frites ramollo de chez McDo, c'est mieux peut-être de sortir au restaurant. Sortez, vivez et faisait la fête sans danser, parce que il y a un truc incroyable du gouvernement, c'est le truc, alors ça j'en parle comme ça parce que je sais pas si on a parlé, j'ai pas trop compris, donc on est interdit de danser dans les boîtes de nuit sont fermées malheureusement pour elles, et je trouve que c'est effectivement on peut comprendre, mais bon, c'est une population qui était pas trop à risque. Par contre, l'interdiction de danser, juridiquement, j'ai pas compris, parce que moi ce soir, pas ce soir peut-être, mais disons le 31, si quelqu'un se déhanche comme ça, est-ce que c'est considéré comme illégal ou pas? J'ai pas vu le texte juridique, moi je suis un peu légaliste, donc j'aime bien voir sur quoi je m'appuie, pour dire, oh là là, t'as bougé ton bras un peu comme ça, c'est peut-être de la danse. Je sais pas comment ils vont contrôler ça, ça va être compliqué. En tout cas, merci infiniment. Vous nous faites d'ailleurs une transition parfaite puisqu'on va parler de la fête dans un instant. Tout à fait. Oui, tout à fait. Avec Jérémy Pelletier, qui est directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, et il est auteur de cet ouvrage. La fête est-elle finie? Est-ce que nous faisons la fête comme avant finalement? Est-ce que il y a eu des conséquences des différents confinements sur notre morale? Eh ben, on va en parler avec Jérémy Pelletier. À tout de suite.